En 2004, un grand producteur italien, Gianni Nannuri, tombe amoureux du roman graphique de Frank Miller, 300. L'histoire de 300 Spartiates menés par leur roi Léonidas, qui, durant la fameuse bataille des Thermopyles, vont empêcher à eux seuls l'invasion de la Grèce par les Perses. Bon alors, le roman graphique lui-même doit beaucoup à un certain film, on va en parler plus tard, mais en attendant, on embauche un certain Zack Snyder, qui a lui pour ambition de réaliser une adaptation très fidèle de l'œuvre originale. Spartans! Ready your breakfast and eat hearty. But tonight, we dine in hell! Quand je dis fidèle, on est parfois sur une adaptation quand même plan par plan. Et vous le savez, quand 300 arrive, on sort quand même d'un petit comeback du genre du péplum. Alors du coup, autant en profiter. On va recycler pour gagner un petit peu de budget les accessoires de Troie, les accessoires de Alexandre. Et du coup, avec un budget de 60 millions de dollars et 2 mois de tournage en poche, Zack Snyder va lancer l'aventure 300 le 17 octobre 2005 à Montréal. Un tournage qui aura principalement lieu en studio. Alors, en fait, non, un tournage qui aura lieu entièrement en studio, sauf un plan sur des chevaux qui courent dehors. C'est le seul plan que Snyder a tourné à l'extérieur. L'idée, ça va être de reproduire une esthétique un petit peu à la Sin City, et là-dessus, clairement, Zack Snyder, il va réussir son pari. Plus d'1 an de post-production et quand même une grosse machine marketing qui se met en place, notamment avec des trailers qui vont bien buzzer. Et malgré une petite polémique immédiate sur la représentation des Perses qui est faite à l'écran, quand même tout est réuni pour que 300 soit quand même un gros succès au box-office. Et ce sera le cas, 300 va tout exploser et va ramener près de 500 millions de dollars. C'est quand même pas rien, et surtout, alors ça c'est pas mal pour la postérité d'un film, c'est un film qui va beaucoup diviser. Un film qui va être très beauf pour certains, magnifique pour d'autres. 300, il a au moins ce mérite de ne laisser personne indifférent, même si, moi, clairement, je me situe quand même plutôt du côté de ceux qui ont du mal. This is Sparta! Mais bon, après, globalement, j'ai de toute façon du mal avec le cinéma de Zack Snyder, que je trouve quand même très facilement hyper lourdingue. Quand même souvent bien moche quand même. Je trouve que c'est quand même souvent des sortes de cinématiques 4K Ultra HD qui sacrifient toute idée de suggestion, toute idée de subtilité, au profit de gros muscles et de gros effets de mise en scène bien bourrins et surtout bien surlignés. En ce sens, les gars, 300 et Sucker Punch, c'est quand même un petit peu le pompon pour moi. C'est vraiment le pompon de la vulgarité ciné à mon sens. Je trouve ça très superficiel, quoi. Alors après, ça fait illusion dans 300 sur moi le temps de quelques scènes, J'aime bien la première bataille, par exemple, j'aime bien aussi certaines séquences. Et le problème, c'est que quand j'aime un truc, quand je me dis ok, là, ça me plaît, 2 minutes plus tard, je soupire juste un grand coup, parce que Zack Snyder nous rebalance un truc bien cliché, bien beauf, bien nul à la gueule. Your joys will be endless. Yes, I want it all. Donc voilà, j'ai pas eu tant de mal à vous trouver des films comme 300 en mieux. Mais par contre, j'ai pas mal de films et des très bons films. Des films qui plairont autant aux fans de péplum classiques qu'aux fans de gros blockbusters bien bourrins, bien héroïques avec des punchlines de partout, mais des films qui restent de toute façon tous, à mon sens, bien plus digestes et bien plus cohérents que le film de Zack Snyder. Alors préparez-vous pour la régalade, c'est ces films qui sont comme 300 en mieux. Ok, et pour commencer les amis, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de la Corée. La Corée qui est jamais loin quand on parle de gros blockbusters bien bourrins, bien spectaculaires. Et là on est complètement dedans, donc attendez-vous à des scènes de bataille de malade mental. Je vais vous parler de The Great Battle qui est sorti en 2018.
Bon bah l'histoire elle est simple, hein, je vais pas y aller par 4 chemins, on est sur un pur blockbuster. Ça se passe durant l'année 645. On va suivre un général qui est accompagné de 5000 hommes, et ce général va devoir tenir un siège et combattre une armée de 500 000 envahisseurs venus de Chine pour les soumettre. Donc au niveau de l'histoire de base, on est quand même très proche de 300, et à partir de là, on va suivre leur résistance héroïque, bon, les gentils coréens contre les méchants chinois, mais ce qui compte, c'est que pendant les 2 heures du film, ça manque clairement pas d'argent, et ça se voit à l'écran, hein, le mot d'ordre de The Great Battle, c'est du grand spectacle, de l'action, de la baston de partout, c'est impossible de s'ennuyer. Le film va multiplier les scènes de bataille avec une reconstitution qui est quand même sacrément spectaculaire, notamment au vu du nombre de figurants, notamment au vu de ces décors magnifiques, et on est sur un film qui a quand même une sacrée générosité. Alors, on est sur un blockbuster, ça je l'annonce, on est sur un blockbuster, on est sur un pur divertissement, mais un divertissement qui est quand même loin d'être gogol, hein. Parce que si dans sa mise en scène, le cinéaste donne tout pour impressionner son public, il oublie pas non plus de raconter quelque chose, avec un rythme qui est hyper bien géré, qui est bien meilleur à mon sens que dans 300, qui mettait quand même un certain temps à démarrer, hein. Et si vous avez aimé Léonidas et sa badasserie permanente, ouais, je pense que vous allez adorer le général coréen. Le général qui suinte la classe et qui bénéficie de répliques tout aussi épiques que celles de Léonidas, nettement moins too much, nettement moins nanardesque même des fois, mais juste ouais, qui suinte la classe et qui en impose en un regard. Et bon, alors c'est clairement le film qui lorgne le plus vers le too much dans cette sélection. On n'évite pas des gros passages obligés du genre, des séquences bien héroïques, bien héros qui se sacrifient, bien méchant très méchant et gentil très gentil. Mais en fait, le film il va tellement à fond dans son délire, il peut tellement compter sur une science de l'épique qui fonctionne très bien, sur une photographie assez impressionnante et sur une bande originale monstrueuse de puissance, et que ça fonctionne très bien en fait si tu vois tes attentes par rapport au film et si tu sais ce que t'en attends. Un gros film coréen, friqué et divertissant qui change un peu des gros blockbusters américains et qui a certaines qualités que 300 n'a pas tout en le complétant parfaitement. Clairement les amis, les fans de Zack Snyder ne pourront que aimer ce film parce qu'il y a quand même certains liens à faire avec 300 dans les intentions et dans la mise en scène, en plus d'un récit très similaire, donc clairement vous pouvez foncer. Bon allez, on va quitter l'Asie, on va aller faire un tour du côté de nos bons amis américains. Pour un gros péplum classique, cette fois, pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Et vous savez quoi? C'est ce film, dont j'ai parlé brièvement en intro, qui a donné envie à Frank Miller d'écrire 300. Donc autant vous dire que Zack Snyder l'a aussi clairement vu et que ça se ressent. Laissez-moi vous parler de la bataille des Thermopyles. La bataille des Thermopyles, bah, c'est littéralement la même histoire et la même bataille que 300. Donc on va retrouver Léonidas qui, en 480 avant Jésus-Christ, lève une armée de 300 hommes pour défoncer la puissante armée perse qui menace d'envahir. La même histoire, parfois les mêmes dialogues, des séquences très similaires, mais qui sont ici filmées façon péplum classique. Et clairement, croyez-moi, ça fait toute la diff. C'est plus sobre, c'est plus terre à terre, et surtout ça reste beaucoup moins grossier, beaucoup moins neuneux, beaucoup moins bas de plafond que le film de Zack Snyder. Non, clairement, on est sur une version de cette histoire que j'ai largement préférée à 300. Je trouve la manière de raconter cette histoire tellement moins caricaturale et tellement plus simple en fait. C'est sans fioriture, c'est sans prétention. Alors, on va juste s'efforcer d'avoir des bons personnages, des dialogues incisifs, un point A pour aller à un point B, et même visuellement en fait, le fait de pas vouloir en faire des tonnes en permanence, juste éviter d'en faire des caisses, ça rend le tout visuellement bien plus plaisant je trouve. Je trouve qu'il faut comparer la manière de balancer la phrase qui est commune aux deux films. Nos flèches vont aveugler le soleil, du coup on va combattre dans l'ombre, parce que c'est des phrases qui se retrouvent dans les deux films, il y a beaucoup de phrases comme ça qui sont exactement les mêmes. Et rien que la manière de les filmer, la manière de les déclarer, ça permet de comprendre à quel point ces deux séquences sont radicalement différentes, ces deux films n'ont pas du tout les mêmes intentions, et à quel point ça fait du bien d'avoir un péplum classique avec des acteurs qui n'en font pas des tonnes, et à quel point ça rend le film beaucoup plus digeste.
En fait, bah ouais, juste j'aime cette simplicité. Pour résumer, je dirais que je préfère 1000 fois un plan fixe bien éclairé, bien travaillé, qui signifie des choses, plutôt qu'une surenchère d'effets visuels comme Zack Snyder a l'habitude de nous balancer à la tronche. Et du coup, je voulais un petit peu insister sur ce film. C'est un péplum intelligent, alors c'est évidemment pas le plus grand des péplums hollywoodiens, mais pour ça, je vous conseillerais plutôt de regarder ma vidéo sur Gladiator en mieux. Mais en tout cas, c'est un film très respectueux, très plaisant, un grand film classique hollywoodien qui fait du bien, et qui va forcément éveiller la curiosité des fans du film de Snyder. Donc je suis très content de le placer là, parce que j'ai vraiment une vraie sympathie pour ce film, et avant de retourner vers des gros blockbusters, je voulais absolument le citer dans cette vidéo. We stay with our king. Your position is hopeless. In a few moments, you will be dead. But Chris will live. Ok, bon, j'ai encore 2 films pour vous, je vais citer assez rapidement. Et parfois on me dit, bah ça arrive quand même de lire ça en commentaire, que je suis trop ancré américain sur Intercut. Bon, difficile à entendre, mais ok, bon, on va dire ça. Bah écoutez, bon bah du coup on a déjà parlé de la Corée, cette fois je vais vous parler de la Chine, pour voir un petit peu la différence de point de vue. La Chine pour l'équité. Alors un petit film avec Jet Li, est-ce que ça vous chauffe? Parce que cette fois je vais vous parler d'un énorme blockbuster chinois qui s'appelle Les Seigneurs de la Guerre. C'est quand même encore aujourd'hui l'un des films les plus chers du cinéma chinois, qui nous présente un empire de Chine en pleine décadence, en pleine agonie, où des armées gigantesques s'opposent et où la guerre civile fait rage. Et dans ce contexte, on va suivre 3 hommes qui sont liés par un serment et qui vont s'opposer contre à peu près tout le monde en fait, très concrètement. Des acteurs magnifiques, une lumière à tomber et une photographie, vraiment un sens du cadre qui est complètement dément. Alors, la première chose qu'on remarque, c'est qu'effectivement l'argent, on va le voir, et qu'on voit que le film a quand même une sacrée ampleur. On est sur un film monumental et grandiloquent, vraiment un grand film épique, avec des personnages tragiques, et qui réussit, c'est très important, tout aussi bien dans ses films de bataille que dans ses séquences beaucoup plus intimistes. Vous aurez remarqué que je parle beaucoup de la virtuosité dans la mise en scène des films que j'évoque, parce que c'est peut-être le plus important en vrai dans ce genre de film. C'est de rester cohérent dans son esthétique et de parvenir quand même à faire ressentir l'ampleur des batailles, à faire vivre ces personnages, tout en s'effaçant presque derrière le gigantisme de la fresque et de l'histoire racontée. Et ici c'est le cas, clairement c'est le cas, et je vois pas comment j'aurais pu ne pas citer ce film en fait. Surtout qu'on a en plus un contexte assez génial et une manière de traiter l'histoire, vraiment c'est une tragédie grecque le truc. Chaque personnage est damné, chaque personnage est soumis à un côté très tragique, à une fatalité énorme qui le dépasse. Ça se ressent dans chaque plan, ça se ressent dans chaque dialogue, et ça c'est très très fort. Et je trouve que Snyder essayait un peu de le faire ici, mais jamais il atteint l'ampleur de ce film. Donc clairement, je le mentionne un petit peu rapidement, mais foncez, vous allez vous régaler. Bon, et pour finir, cette fois, je vais vous amener du côté de... la Thaïlande, en fait. Un film qui est produit quand même par Francis Ford Coppola, mais qui est quand même le film peut-être le plus faible de cette sélection. Mais bon, il pourrait quand même vous permettre de prolonger l'expérience 300. Je vais vous parler de Suryotai, où on suit une femme qui se lève seule contre les envahisseurs birmans. C'est du grand spectacle, mais ça reste sage, en fait. Ça reste juste trop sage et surtout trop calibré. On a le droit à un film friqué, mais on a aussi le droit à un film qui sort jamais vraiment des clous, quoi. Un film qui a presque peur de sortir du schéma du blockbuster hyper calibré, hyper américain, c'est vraiment dommage. Mais bon, écoutez, je l'ai vu pour cette chronique, donc je le mentionne en quelques lignes ici, mais il y a clairement mieux dans tout ce que je vais proposer jusqu'alors. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le thème de la prochaine vidéo. Et dites-moi en commentaire ce dont vous voulez qu'on parle. Et je vais vous proposer Split en mieux ou alors The Mask en mieux. Dans les deux cas, j'ai du très très lourd, donc dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires. Et n'oubliez pas, c'est très important, que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.